Donc je suis Nicolas Poudrou, je suis médecin généraliste et je travaille au centre de lutte antituberculeuse de Saint-Denis-de-la-Réunion. Et je viens vous parler de l'expérience que j'ai à travers cette activité depuis 2010. Donc, on va faire donc c'est une présentation qui a le but d'être relativement courte, il y a assez peu de diapos, pour laisser de la place aux questions. Donc ça va pas durer une demi-heure, ça va durer moins. Donc on va parler de la situation très rapidement épidémiologique à La Réunion, sans rentrer dans les détails, du dispositif de lutte antituberculeuse à La Réunion, et l'expérience pratique, je vais vous donner quelques chiffres sur notre activité. C'est très intéressant de passer derrière la présentation pour Maurice. Il y a quand même beaucoup de différences, c'est très intéressant. Donc ça c'est le nombre de cas, enfin l'incidence et le nombre de cas, donc les nombres de cas c'est en vert à droite et l'incidence en rouge avec à gauche. À La Réunion depuis 2003, c'est la déclaration, c'est les chiffres de l'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire. Et donc La Réunion comme la métropole, c'est une zone de faible incidence. L'incidence elle est en dessous de 10 pour 100 000 habitants, en moyenne autour de 6-7 pour 100 000 habitants, avec environ 50-60 cas annuels de tuberculose déclarés. Si on remontait avant les années 2000, bien sûr il y en avait plus, c'est une incidence qui a diminué, et depuis les années 2000, elle est globalement stable. Donc La Réunion se trouve dans le petit. Ça dépend les années, mais donc pareil, en rouge l'incidence. Il y a 3 régions de forte incidence en France, c'est la Guyane, l'Île-de-France, la région parisienne, et Mayotte. Ah, merci. Bon, donc La Réunion par ici, mais bon, ça dépend l'année. Des fois elle est là, des fois elle est ici. Mais La Réunion, voilà, ça se passe dans l'océan Indien. Alors c'est des vieux chiffres, 2009, excusez-moi. Ça c'était une publication dans le BVS par donc le bulletin de veille sanitaire de la CIR Océan Indien. Et donc cette année-là, l'incidence était relativement faible à La Réunion, mais ce n'est pas tout à fait le chiffre habituel. Et donc on se place au milieu de pays de plus forte incidence, notamment les Comores, Madagascar. La différence avec Maurice, c'est sûr, est moins importante. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de connaître l'incidence de l'infection tuberculeuse latente, mais on ne la connaît pas en pratique. Il y a un système de déclaration obligatoire pour l'infection tuberculeuse latente de l'enfant depuis 2003. Mais en pratique, l'infection tuberculeuse latente de l'enfant n'est pas dépistée en dehors du travail des centres de lutte antituberculeuse et de la vaccination BCG quand la vaccination se fait après l'âge de 3 mois. Donc il y a une dizaine, mais ça dépend vraiment beaucoup d'une année à l'autre, des fois une vingtaine de déclarations d'infection tuberculeuse latente de l'enfant, mais ce n'est pas du tout représentatif de l'épidémiologie réelle. Pour ce qui est de l'infection tuberculeuse latente de l'adulte, on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de déclaration obligatoire, il n'y a pas d'études fiables pour savoir quelle est l'incidence réelle de l'infection latente à La Réunion ou en France. Quelques pourcents, mais c'est jamais des estimations. Donc, je suis passé très rapidement. Juste pour réagir à la présentation précédente, effectivement, le taux de positivité dans l'examen direct, dans les crachats, c'est de l'ordre de 50% aussi à peu près. Enfin, c'est beaucoup. On traite beaucoup de tuberculose qui n'ont pas des directs positifs. Donc le dispositif de lutte, il y a une partie qui n'est pas écrite sur la diapo, c'est le système général. En fait, la plupart des gens qui ont des symptômes consultent leur médecin généraliste, ils vont voir le spécialiste de leur choix, éventuellement s'adresser à l'hôpital normal, entre guillemets, et les patients vont être pris en charge des fois dans les services de maladies respiratoires, mais aussi dans les services d'infectiologie, les services d'immunologie clinique. Il y a 4 hôpitaux à La Réunion qui prennent en charge régulièrement des tuberculoses et pas forcément des services spécialisés, c'est pas forcément des services de maladies respiratoires en particulier. Donc il y a des gens qui sont traités en ambulatoire. Lorsque un médecin ou un biologiste diagnostique une tuberculose pulmonaire,
Il fait une signalement, une notification, en principe, au médecin inspecteur de l'ARS, mais il peut le faire aussi au CLAT. Et de toute façon, CLAT, c'est le centre de lutte antituberculeuse. L'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Et il y a une communication entre l'ARS et les CLAT qui fait qu'on partage les mêmes informations. Les données épidémiologiques sont transmises par des fichiers informatisés à l'INVS, donc l'Institut national de veille sanitaire, enfin maintenant Santé publique France, qui fait des statistiques. Je vous ai présenté les chiffres, et peut transmettre éventuellement aux instances européennes ou mondiales. Pour ce qui est des résistances, c'est surveillé par le Centre national de référence des mycobactéries, qui va collecter toutes les souches qui ont des résistances et transmet aussi les données à l'INVS. Par rapport aux résistances, c'est aussi rare à La Réunion. Il y a quelques années, on a eu 2 cas de tuberculose multirésistante. Voilà, c'est entre 0 et 2 cas par an. Souvent 0. Alors, les missions des CLAT sont nombreuses, je ne les cite pas toutes. On a aussi un rôle de lutte d'ailleurs anti-lépromatose contre la lèpre. Mais pour ce qui est de la tuberculose, la principale mission, c'est la réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas. Donc, depuis les années 2000, il y a eu un changement au niveau de la politique de santé. On essaye au maximum de traiter les infections latentes autour des cas, les infections latentes récentes en particulier. On fait aussi le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance gratuite des médicaments antituberculeux. En fait, aux tuberculoses maladies et aux gens qu'on traite pour infections latentes. On fait la vaccination par le vaccin tuberculeux. Je vais vous raconter un petit peu l'actualité à ce niveau-là. Et on fait la promotion de la lutte antituberculeuse, pas mal d'autres choses. Donc les CLAT, les centres de lutte antituberculeuse, remplissent une mission qui est celle des conseils généraux et donc de l'État français depuis 1983. Et il y a une loi qui a été publiée en 2004 mais qui a été appliquée à partir de 2006 qui autorisait le transfert des conseils généraux vers les hôpitaux de ces compétences. Pour les conseils généraux qui le souhaitent. Donc il y a des conseils généraux, enfin maintenant ça s'appelle des conseils départementaux, donc des conseils du département qui exercent encore ces missions. Et à La Réunion, donc après signature de convention, en 2009, 3 CLAT ont été créés, qui se répartissent La Réunion ainsi. Donc le CLAT où je travaille, c'est le CLAT du site nord du CHU de La Réunion. On est basé à Saint-Denis, pas tout à fait dans l'hôpital. Et on couvre la zone en vert, la zone dite de santé nord, mais en fait c'est le nord et l'est de La Réunion. Il y a aussi un CLAT à Gabriel-Martin et un CLAT dans le sud, au site chez la Sud-Sud à Saint-Pierre. Donc moi je vais vous parler de mon expérience du CLAT nord. Les données que vous allez voir, c'est les données qui ne correspondent pas aux 2 autres CLAT. On a nos systèmes d'information séparés, on a indépendants. Donc je vous parlerai de ce que j'ai vu, ce que j'ai connu. Voilà. Donc on n'est pas à l'hôpital, on est dossier le Cola, au 2e étage, au-dessus du supermarché. C'est des locaux assez discrets. On est là depuis 2010. Donc il y a plusieurs personnes qui interviennent, un généraliste, c'est moi, il y a 2 pneumologues, le docteur Schlossmacher, le docteur Alou. Il y avait des pneumopédiatres, mais actuellement ils ne viennent plus, ils sont référents à l'hôpital. Et il y a 4 infirmières qui remplissent 3 temps plein infirmiers, plus un cadre infirmier, une secrétaire, une assistante sociale. Et on fait de la prise en charge pluriprofessionnelle. Alors, ça c'est le chiffre de 2015, l'année dernière. Pour ce qui est des enquêtes autour des cas, donc c'est notre activité principale. Sur environ une trentaine de dépistages, en fait on a identifié 619 personnes sujets contacts à dépister. Et c'est essentiellement du milieu privé. Donc en bleu et en rouge, donc il y a des gens qui sont sous le même toit, vraiment le close contact, le contact proche au niveau familial. Les autres proches, c'est les 70-18. Mais cette année-là, on a eu aussi beaucoup de dépistages au milieu scolaire suite à des cas chez des enfants. Et on a eu aussi un dépistage pénitentiaire, ce qui est un peu une exception. C'est le premier qu'on ait fait depuis la création des CLAT. On a eu une personne qui était détenue qui a fait une tuberculose. On a fait aussi des dépistages en milieu hospitalier et dans d'autres milieux, en particulier au milieu professionnel.
c'est des dépistages qui ne sont pas obligatoires, on les propose aux gens. Et il y a un quart des gens en pratique qui n'adhèrent pas à la stratégie de dépistage, qui ne fait pas le dépistage du tout, ou très partiellement, ou qui ne transmet pas les données. Bien sûr, l'immense majorité des dépistages, puisqu'on dépiste large, les majorités des dépistages sont normaux. Alors, je vais détailler exactement comment on dépiste les gens. Et une faible partie, un petit pourcent, ont une tuberculose maladie. L'année dernière, c'était une année exceptionnelle, on a trouvé 8 tuberculoses maladies. D'habitude, on en trouve 1, 2, 3, 4. On trouve surtout donc, des infections tuberculeuses latentes, et quand elles sont récentes, on propose un traitement. La plupart des gens prennent un traitement. Donc sur les 63 infections tuberculeuses latentes supposées récentes qui ont été diagnostiquées parmi les 619 personnes à qui on a proposé un dépistage, 52 ont pris un traitement. Plus ou moins, enfin, avec une observance qui est variable. Et ceux qu'on n'a pas traités, on les a surveillés. Du moins, on a essayé. Donc l'activité, c'est très variable d'une année à l'autre. Donc entre 2010 et 2015, on voit qu'il y a des années fastes et des années moins fastes. On voit aussi que, donc c'est les mêmes couleurs, hein, dépistage normaux en vert, la totalité des sujets contacts, c'est la totalité de la barre. Voilà. En 2013 et 2014, on a l'impression qu'il y a une différence, c'est le cas. En fait, on a des changements de recommandations qui ont fait changer nos pratiques. Donc ça, c'est les dernières recommandations, fin 2013. Donc le Haut Conseil de santé publique de France a actualisé en fait ses recommandations. Donc c'était fin 2013, ça a été appliqué à partir de 2014. Et il y a plusieurs choses qui ont été évoquées là-dedans, bon, mais par rapport à la politique générale, c'est la même chose. L'essentiel du travail de lutte antituberculeuse d'éclate, c'est le dépistage autour des cas, la recherche d'infections tuberculeuses latentes. Et les autres missions, c'est du renfort de l'appui au système normal et la promotion de la lutte antituberculeuse. Alors, pour ce qui est de la stratégie de dépistage, donc le cas index symbolisé par un point, il y a un premier cercle, c'est les contacts étroits. En général, c'est la famille qui vit avec sous le même toit, ou les personnes qui sont côtoyées quotidiennement, les collègues de bureau, pour quelqu'un qui travaillerait dans un bureau fermé tous les jours. Il y a un deuxième cercle, c'est les autres contacts réguliers, les gens qu'on voit plusieurs fois par semaine, sans forcément être très étroits. En fait, il y a les autres, des gens que le sujet, le cas index, a côtoyé, mais pas forcément de façon occasionnelle, de façon occasionnelle ou ponctuelle. Dedans, par exemple, il y a des soignants, des fois. Des soignants qui auraient fait une fibro, par exemple. Et les personnes qu'on va dépister, c'est pas tout ce monde-là. La stratégie là a été clarifiée en 2013. Alors bien sûr, nous on va dépister le premier cercle. Donc on va proposer un traitement seulement aux gens qui ont diagnostiqué une infection tuberculeuse latente dans ce premier cercle. En fait, il n'y a pas de traitement systématique, sauf pour les enfants de moins de 2 ans. Dans le deuxième cercle, on va rechercher les gens qui auraient une vulnérabilité particulière, donc en gros, une maladie qui diminue les défenses immunitaires, et qui mériteraient du coup d'être dépistés, c'est-à-dire bien qu'ayant peu de risque d'avoir une infection latente, s'ils ont une infection latente, ils ont un fort risque de développer une tuberculose maladie. Mais aussi, on va essayer de repérer toutes les personnes qui ont des symptômes de tuberculose maladie active, qu'ils soient dans le premier cercle, dans le deuxième cercle ou en dehors. Donc en fait on fait une information auprès du patient, auprès de son entourage, auprès des collectivités quand ça intervient dans la collectivité, pour que les gens puissent se reconnaître éventuellement par leurs symptômes ou qu'on puisse les identifier lorsqu'il y a des réformes médicaux ou soignants. Éventuellement on peut s'attaquer au deuxième cercle. En pratique, ce qui est prévu, c'est qu'à l'issue du dépistage dans le premier cercle, on évalue le taux d'infection latente observé dans ce premier cercle et on décide si on s'attaque au deuxième cercle. En pratique, s'il y a un taux élevé d'infection latente dans le premier cercle, on s'attaque au deuxième. Donc c'est ce qui s'était passé en 2015. On avait fait une enquête en milieu scolaire. Il y avait un étudiant qui avait une tuberculose pulmonaire assez classique, avec un direct positif, etc. On a fait sa classe et on s'est rendu compte qu'il y avait 60% des élèves qui avaient une infection latente. Donc on a décidé d'élargir et on s'est attaqué aux autres classes, en fait, aux élèves qui partageaient des cours plusieurs fois par semaine, par exemple.
bien sûr, les enseignants étaient déjà inclus. Voilà. Donc, on a eu un deuxième sous-groupe, il y avait 30-40% d'infections latentes quand même, et sur les contacts rares, on est tombé à 10%. Donc, et voilà, quand on est à des seuils comme ça, à 10-20%, on n'a pas de raison d'élargir le dépistage. N'empêche qu'il y a des personnes qui n'étaient pas incluses dans le deuxième cercle qui sont tombées malades. Enfin, une personne. Donc, on essaye d'avoir une stratégie qui est progressive et de classifier le risque et définir des priorités. Donc, là, ça traduit ce que j'ai présenté à l'instant. Ça, c'est le texte des recommandations du Conseil de santé publique. Tous les contrats T3, les personnes du deuxième cercle qui auraient des facteurs de vulnérabilité, les gens qui auraient des signes de tuberculose. Et les autres, on voit en fonction de ce qu'on observe par dépistage. C'est remis des fois plusieurs mois après. Donc le dépistage en pratique, alors là c'est pour les plus de 5 ans. Pour les moins de 5 ans, on fait un peu plus de... c'est un petit peu plus détaillé. Pour les moins de 2 ans, comme je disais tout à l'heure, on fait un traitement prophylactique, systématique, quand on pense que l'exposition est réelle. Donc, mais pour les plus de 5 ans, donc sans délai, on propose une consultation, une radiographie pulmonaire. Au CLAT, on n'a pas d'appareil de radio, ils font leur radio en ville, et ils viennent avec leur radio. Ils ont une consultation médicale, et on cherche une tuberculose maladie. S'ils n'ont pas signe de tuberculose maladie, à l'interrogatoire, on va prendre diverses informations, mais en particulier, on va essayer d'estimer la date du dernier contact, et quand on a le dernier contact, on programme un test immunologique 8 semaines après. Alors le test immunologique, ça peut être une intradermale réaction à la tuberculine, IDR, ou un IGRA, un test immunologique in vitro. En pratique, on utilise le quantiferon au CLAT Nord. Et donc il y a deux possibilités. Enfin, bien sûr, initialement, s'il y a une tuberculose maladie, il est pris en charge directement, mais à l'issue des tests immunologiques, schématiquement, soit c'est négatif, le dépistage est normal, on ne propose pas de traitement, on ne propose pas de suivi, soit les tests sont positifs, et la plupart du temps, lorsqu'on pense que cette infection latente est récente et que le traitement est acceptable, on propose un traitement. À l'issue du traitement, si les gens ont bien pris le traitement, on arrête le suivi. S'ils n'ont pas pris leur traitement, soit que c'était un choix médical, soit qu'ils n'ont pas voulu, parce que c'est pas obligé, soit qu'ils n'ont pas pu, parce qu'ils ont eu des effets secondaires, par exemple, ou une contre-indication, on fait un suivi de 12-24 mois. En fait, on les revoit en pratique à 1 an avec une radio. Alors juste la question des tests immunologiques. J'avais pas de préférence a priori et les recommandations sont claires, on peut utiliser les deux. Avant, on utilisait beaucoup les tests tuberculiniques et c'était un choix, en fait, on s'est réunis, les 3 CLAT de Lille, et on a choisi plutôt de privilégier pour les adultes les tests in vitro. C'est cher, je vous dis pas que c'est mieux, je ne veux pas faire la pub du tout, mais c'est la pratique. Et on voit qu'on fait quand même pas mal de tests tuberculiniques là, depuis 2016, mais on va voir, c'est surtout lié au dépistage avant BCG, donc c'est les enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas d'indication pour les tests immunologiques pour les moins de 5 ans. Alors on fait aussi le suivi médical des personnes atteintes de tuberculose. Donc au CLAT ne sont pas suivies toutes les personnes atteintes de tuberculose. Il se trouve qu'on est attaché au service des maladies respiratoires, donc qui suit des tuberculoses maladies, et du coup on les suit au CLAT dans ce cadre-là. Mais il y a des tuberculoses maladies qui sont suivies par les pneumologues libéraux, par les infectiologues de l'hôpital, par les immunologistes. Donc en 2015, il y avait 28 cas sur la file, enfin les nouveaux cas, plus ceux de l'année précédente. Donc en fait, c'est un peu plus. Et donc les gens pour infection tuberculeuse latente, on les suit aussi évidemment. Donc c'est une prise en charge où là, c'est intéressant que ça soit pluriprofessionnel. Il y a un suivi médical, il y a un accompagnement infirmier, donc il n'y a pas de dose. On ne fait pas de traitement, on ne donne pas les traitements de manière supervisée. On le fait lorsqu'on pense qu'il y a une mauvaise adhérence au traitement, qu'il y a des mauvaises observances. Et ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons, on fait passer des infirmiers à domicile, c'est remboursé, qui donnent le traitement. Et le traitement n'est pas obligatoire, il y a des gens qui ne prennent pas. Enfin, c'est rare, mais il y en a. Voilà, il y a une prise en charge sociale, et il y a des situations complexes, on passe beaucoup de temps sur quelques dossiers, et la majorité des patients, c'est tout simple, ils prennent un traitement, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Un point sur le BCG. Donc le BCG, donc c'est celui qu'on fait actuellement, celui-là. Vous remarquerez que c'est écrit en polonais sur la boîte.
Alors, parce qu'on a vécu pas mal d'aléas en termes de BCG. Alors, ça, c'est le nombre de BCG réalisés par mois au Centre de lutte antituberculeuse du Nord depuis 2014. Vous voyez qu'on en fait de plus en plus. Pourquoi? Alors, avant, le BCG, c'était vraiment quelque chose de pas important. On en faisait autour des dépistages. Les enfants... Alors, donc, pardon, je rappelle, en France, en fait, le BCG n'est plus obligatoire, n'est plus systématique depuis 2007. On est supposé vacciner uniquement les enfants qui ont un risque supposé augmenté d'être exposés à la tuberculose. Donc il y a des critères, mais globalement, c'est les enfants qui ont eu quelqu'un dans leur famille qui a eu un cas de tuberculose, les enfants qui sont nés en zone de haute endémie, et les enfants qui vont voyager dans des zones de haute endémie, et les enfants qui ont un parent au moins qui est né dans une zone de haute endémie. Plus les enfants qui ont des situations sociales difficiles, on est supposé vacciner. Donc les critères sont un peu compliqués. Et clairement, il y a une sous-vaccination des enfants qui correspondent à ces critères à La Réunion et en France en général. Donc nous, on faisait des dépistages, et on vaccinait les enfants qui n'étaient pas vaccinés et qui avaient un dépistage négatif. Ils avaient un dépistage négatif, c'est bien, ils n'étaient pas vaccinés, on les vaccinait, voilà. Tout simplement. Mais en fait, fin 2014, il y a une rupture de stock au niveau national. Donc là, je ne parle pas de la pharmacie de l'hôpital, je parle... au niveau national, il y avait des tensions. Et donc dans les pharmacies de ville, le BCG, qui était le BCG SSI, produit par un laboratoire de main, n'était plus disponible du tout. Alors à La Réunion, on a toujours 2 mois de retard, donc en pratique, on a trouvé les derniers BCG en janvier. Voilà, on a fait nos derniers. Et donc, il y a le conseil l'État qui a contingenté les BCG au CLAT et au PMI et aux maternités pour économiser du BCG. On avait des flacons, et on a toujours d'ailleurs des flacons multidoses donc pour faire des vaccinations groupées. Donc nous on a été approvisionnés en mars et du coup on était un des seuls centres à faire du BCG. Donc les gens sont venus vers nous pour faire des BCG, voilà, à titre vraiment en dehors des dépistages. Seulement, on a une nouvelle rupture, fin 2015, bon, on a été réapprovisionné, ça s'est pas arrêté longtemps, et 31 mars 2016, donc cette année, rupture complète, parce qu'en fait tous les stocks qu'on avait, il y en avait encore, ils sont tous arrivés en péremption. Le laboratoire ne produisait plus, tout a périmé. Donc l'État a trouvé en urgence une solution en empruntant à la Pologne des vaccins. Voilà. Et donc depuis, on en fait encore plus. Voilà. Donc ça nous a fait de la pub, de l'activité, hein, mais clairement on n'a pas les moyens de vacciner tous les enfants actuellement qui auraient besoin. Et ça oblige des enfants à venir de loin aussi. Bon, je passe juste rapidement, c'est sur un dernier volet, c'est la promotion de la lutte anti-tuberculose. On fait autre chose que faire des dépistages. Alors des fois, autour des dépistages, on fait des actions d'information, ça compte, ça fait plutôt partie du dépistage, en fait, on y passe beaucoup de temps. Là, c'est une estimation du temps qu'on a passé en 2015. Mais on fait aussi des informations de public ciblé qu'on pense plus à risque, ou afin de contracter la tuberculose, où on fait la formation en coordination professionnelle. Voilà. Il y a une chose qu'on ne fait pas, qu'on pourrait faire, c'est des dépistages ciblés dans les groupes à risque. Seulement à La Réunion, on a du mal à définir des groupes à risque et à réaliser réellement ces dépistages. En pratique, aussi, on a difficilement les moyens. On n'a pas de radio, on n'a pas de camion radio. Donc c'est pas facile d'aller voir des squats d'SDF et leur proposer des radios. Et on n'est pas sûr que ça soit efficace de le faire et que ça soit utile. Donc actuellement on ne le fait pas, mais si on trouvait les moyens de le faire, peut-être qu'on le ferait. Voilà, c'est la fin de la partie exposée. Et en fait, voilà, j'attends des questions parce que le but c'était de vous présenter sommairement. Any questions? Oui, une question sur l'infection tuberculeuse. Vous mettre en route d'entraînement. Parce que moi, mon expérience, c'est-à-dire les médecins qui travaillent notamment hospitaliers trouvent des infections tuberculeuses latentes chez des personnels soignants. Oui. C'est assez difficile à faire accepter. Est-ce que
vous avez cette expérience aussi. Oui, Parce que le malade est réticent à aller prendre des isodiazides, alors il se dit, j'ai ma radio normale, je veux besoin de rien, j'ai un intradermo simplement qui a viré. Oui, alors, juste, donc les traitements qu'on utilise en général, c'est soit, le plus souvent, c'est une frithérapie isoniazide rifampicine. Enfin, ça, c'est pas tout à fait votre question, mais c'est pour préciser mon. Et sinon, la monothérapie isoniazide, mais assez rare, et on fait plutôt 9 mois. C'est 6 à 12 mois. Sinon, effectivement, c'est beaucoup plus facilement accepté le traitement d'infection latente quand c'est dans les enquêtes d'entourage. On a vu un proche malade, on a été exposé, on comprend facilement l'intérêt de prendre un traitement. Il faut reconnaître que ce n'est pas facile non plus de trouver des arguments pour traiter un soignant qui aurait une infection latente, car souvent, on n'a pas les moyens de prouver que c'est récent comme exposition. On manque souvent de cette information. Donc c'est vrai que les recommandations qu'on a, c'est de traiter soit dans l'année, soit dans les 2 années après l'infection latente, après un comptage supposé contaminer l'infection latente. Et les soignants, souvent, c'est 5 ans, 10 ans après, enfin on ne sait pas très bien. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de test tuberculinique. Souvent l'exposition pour laquelle on les voit, alors quand c'est du recrutement, on ne sait pas eu, voilà, l'exposition, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on dépiste aussi les soignants suite à l'exposition aux soignants. Et souvent c'est des expositions qui sont plutôt faibles, un peu anecdotiques, et on tombe souvent sur des infections latentes, on ne sait pas très bien, mais on pense qu'elles sont plus anciennes. Aussi, ils vivent très mal le traitement. Genre, ceux qui acceptent le traitement le supportent nettement moins bien que ceux qui. Que les candidiasages familiales. C'est une constatation. Donc c'est tout ça, oui, on a du mal. Les soignants sont plus difficiles à soigner, enfin du moins à accepter les traitements préventifs, c'est pas tout à fait du soin. Et effectivement, les arguments nous-mêmes, on n'est pas forcément toujours aussi confiants, c'est pas aussi simple. C'est pas comme s'ils avaient hébergé une personne qui a une tuberculose contagieuse à domicile, et on n'a pas de test récent pour appuyer aussi ce traitement. Donc moi je propose largement, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a que la moitié qui acceptent vraiment, et ceux qui acceptent, ils ont globalement une tolérance moins bonne. Oui, voilà, bon, merci pour ton exposé. Oui, alors, tu as passé par une phrase très rapide disant effectivement qu'on a le droit de traiter les gens en ulatoire. Et puis, il y en a qui peuvent accepter le traitement et ils ont le droit d'arrêter d'accepter ou de ne pas accepter, alors qu'on est en train de traiter de maladies contagieuses. Moi, j'ai eu toujours ce problème-là, quand on a une tuberculose active, on est en train de traiter, le malade ne prend pas son traitement, nous avons tous les problèmes pour le faire. Alors, je vais demander aussi dans les 2 pays comment ils font, est-ce que ça a avancé dans ce sens-là? Est-ce que vous pouvez parler un peu de ça? Ok, la question de l'obligation de traitement, c'est un sujet complexe, mais globalement en France, pour être simple, on n'a pas le droit d'obliger quelqu'un à prendre son traitement. Il y a eu des cas exceptionnels, enfin je suppose que vous avez eu aussi des cas où des personnes ont été assignées à rester à l'hôpital en attente d'accepter le traitement. Mais c'est sûr, il faut un décret ministériel, il faut que ce soit un cas de particulière contagiosité élevée avec une multirésistance. C'est actuellement le cas. Donc effectivement, les gens qui interrompent plutôt leur traitement ou qui ne veulent pas de traitement, on n'a pas de moyens de gestion. Globalement, les gens malades, ils acceptent le traitement au début. Et effectivement, après, on va essayer de les accompagner, enfin travailler, mais c'est pour ça en fait c'est vrai que ça nécessite souvent beaucoup de travail, d'accompagnement, d'explication. On retourne, alors on peut se déplacer à domicile, des fois on va à domicile, on fait des évaluations. À ce moment-là, un électronique qui est compliqué, on n'est pas tout à fait sûr que il y a des mamans bébés qui sont malades, on n'est pas tout à fait sûr que la maman prenne le traitement, on fait passer une infirmière, on assiste. C'est les services sociaux qui passent, voilà. Et on veut éradiquer la tuberculose à partir de là. Voilà. Éradiquer et respecter les droits individuels des personnes, c'est pas facile. Il y a une diapositive qui attire mon attention sur l'augmentation de l'utilisation du quantiféron par rapport à l'IDR. C'est que le quantiféron ne fait pas mieux, alors que l'IDR, l'examen radioclinique, mieux que le quantiféron, surtout dans un entourage endémique. Donc comment ça se fait? Parce que quand même il est pas trop cher le quantiféron, une utilisation comme ça, avec le changement de pratique. Actuellement, on va devenir avec le déficit de la sécurité sociale, etc. Je pense qu'on augmente beaucoup plus le déficit, alors que le quantiféron ne fait pas mieux.
Oui, moi je suis de votre avis. Je le montre parce que je pense que c'est un sujet de débat vrai, cette question de place de l'IDR versus quantiféron. Donc la réalité c'est qu'on le fait beaucoup plus. Nous, je ne veux pas vous dire que c'est mieux, c'est pas l'objet. Nous, il y a eu une simplification aussi des dépistages qui fait que pour nous c'est plus confortable, ça c'est réel. Clairement c'est plus cher. Ensuite, les questions de performance, c'est vrai qu'il n'y a pas d'études qui montrent une supériorité directe. Il y a peut-être des tendances, mais ça je peux pas. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs recommandations différentes, il y a des gens qui vont préférer. Moi je ne suis pas spécialiste du sujet. En vaccination, en contexte de faible endémie et de population vaccinée par le BCG, je dois reconnaître que moi je trouve ça plus confortable. Mais c'est un avis de personnes qui pratiquent. Par contre, c'est pas la sécurité sociale qui paye, c'est l'État français. Je l'ai peut-être pas bien mentionné. On exerce une mission de l'État. En fait, on a une mission on ne fait pas du soin de la maladie, c'est pas la sécurité sociale. On est financé par l'État, c'est notre enveloppe de plate. C'est aussi un choix de passer moins de temps en fait, à attraper les gens, à leur faire des idées, à se poser des questions sur leur interprétation et choisir un test plus cher, effectivement. Pardon. Moi, je suis un peu étonnée, je travaille à je suis professeur de technologie au CHU de Bordeaux. Oui. Merci pour votre présentation. Par contre, je pense que vous devez être un petit peu prudent. Quand même, on sait, tous les pneumologues qui sont là ont fait pendant longtemps des intradermoréactions à la tuberculine, et on sait aussi les limites de l'IDR. Je veux dire, il y a énormément de données dans la littérature qui montrent que l'intradermoréaction à la tuberculine, en termes de lecture et de réalisation, a aussi une variabilité très importante. Et c'est pour ça que les tests INRA sont arrivés avec une bonne valeur prédictive négative. Donc je ne peux pas vous laisser dire que c'est équivalent, c'est pas vrai. Donc après, c'est une question d'interprétation par rapport au pays où on exerce, en fonction de la zone d'endémie et de la partie clinique. Mais on sait que quand on a un quantiféron qui est négatif, on élimine une promo-infection latente. Je pense que... Le micro, tu parles pas. Pardon. Donc, ce qui n'est pas le cas avec l'intradermoréaction à la tuberculine. Oui, ça, il faut faire très attention quand même à ça. Je vous remercie de clarifier ma pensée. Ouais. Parce que, je voulais plutôt pas me positionner, c'est-à-dire... Après, vous êtes le clat. Je veux dire, les gens attendent ça. Comment dire, moi je trouve ça plus pratique, mais scientifiquement, j'attends l'étude qui me dira que dans les pays de faible endémie, une démarche par le quantiféron évite plus de tuberculose. Moi je le crois, mais la question n'est pas d'éviter la tuberculose, la question c'est la réponse à un diagnostic suspect qui est la primo-infection tuberculose latente. C'est ça la question. Là, on n'est pas devant un cas de tuberculose maladie. Non, on entend, je parle d'infection latente, contrainte à traiter, dans le but d'éviter une tuberculose maladie. Oui, mais après il y a deux choses. Il y a le diagnostic, et une fois que vous affirmez la primo-infection tuberculose latente, il y a la question du traitement. Et ensuite, quand même, moi je rappelle à mes collègues, il y a aussi, on donne le choix effectivement au patient, mais il faut bien lui expliquer le risque que l'on prend à la fois de traiter, parce qu'il y a des effets secondaires effectivement signalés avec des hépatites médicamenteuses, mais de l'autre côté, si on ne traite pas, si vous ne le mentionnez pas dans le dossier, le patient, plusieurs années après, s'il développe une tuberculose maladie, peut se retourner contre vous. Donc, c'est une discussion avec le patient, il a son choix, et j'engage mes collègues à bien notifier les raisons du choix et le fait que le patient a été correctement informé. Oui, j'irai plus loin, c'est vrai que les infections latentes anciennes méritent d'être expliquées aux patients aussi. Et l'absence de traitement, effectivement, on n'est pas supposé traiter les infections anciennes des patients immunocompétents. Le problème, c'est la définition de ce qu'on entend par infection ancienne. Voilà. Mais voilà, je pense que c'est bon aussi d'expliquer aux gens, même lorsqu'on ne leur propose pas un traitement, c'est pas facile à expliquer. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a des spécialistes aussi, et vous pouvez, moi je suis CHU de Bordeaux, j'en reçois souvent des patients comme ça, quand mes collègues ont des problèmes, demander un autre avis par rapport à une décision. C'est l'objectif de travailler en réseau. Merci. Ok, merci. Thank you. Juste une petite remarque avant de terminer sur les infections latentes récentes ou anciennes. Je crois que le problème à La Réunion, c'est que
Il y a beaucoup de gens qui viennent de pays de forte endémie tuberculeuse comme Madagascar, les Comores ou les Seychelles, pas trop, qui sont malades en fait. Et autour de ces cas, les gens qui sont dans le premier cercle sont des gens qui ont vécu à Madagascar, qui ont été en contact déjà avec le BK depuis longtemps. Si vous lui faites des quantiférons, des dosages de quantiférons, forcément ils seront positifs. L'IDR est positive. Dans ce cas-là, comment décider de le traiter ou de ne pas le traiter, ou de lui proposer le traitement ou pas? Si dans le cercle étroit, si dans le cercle étroit, c'est quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui est bacillifère et qu'on a les critères, normalement, et qu'on n'a pas de contre-indication, on devrait lui proposer un traitement. Parce que pour lui, l'objectif, c'est d'éviter qu'il ne développe tuberculose maladie dans les années à venir. C'est ça le rationnel. Après, il peut refuser ou accepter, mais nous, dans la démarche médicale, c'est quand même celle-là. D'accord. On va s'appuyer sur l'exposition. C'est l'exposition qui est vraiment très importante. Hein, c'est pas finalement, les tests ont une place plus faible dans ce contexte-là, c'est l'exposition. Après, c'est souvent oui, Okay, thank you very much.